Attention aux émotions. Je ne sais pas quelle personne a eu l'originale idée de trouver un titre comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu une émotion se promener quelque part et heurter quelqu'un? Est-ce qu'une émotion, réellement, ça peut faire du mal à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des mauvaises émotions? L'émotion, c'est pas ce qui, selon la tradition psychologique, morale, théologique, sociale, est l'une des choses qui différencie l'homme de l'animal. Alors pourquoi faire attention aux émotions? Un être humain qui n'aurait pas d'émotion, ce serait un humain ou un robot? Une bonne question. Attention aux émotions, franchement. Comme si une émotion pouvait nuire à quelqu'un. Celui qui, par exemple, est extrêmement jaloux à un point tel qu'il finit par haïr celle qu'il aime ou celui qu'il aime, et il la tue au nom de l'amour. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de l'émotion? Celui qui passe son temps à s'inquiéter parce qu'il aime la personne et il est inquiet parce que celle-ci est en retard, est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de l'émotion? Celui qui souffre d'angine de poitrine et qui, à un moment donné, parti de gagne à la loterie, fait un infarctus du myocarde, crise de cœur, est-ce qu'on peut dire que c'est à cause des émotions? Est-ce qu'on peut avoir des ulcères d'estomac à cause des émotions? La colère, est-ce que c'est une émotion? La pression sanguine, est-ce qu'elle augmente trop lorsqu'on a trop d'émotions? Est-ce que l'on digère très bien lorsqu'on en a des émotions? Celui qui vit plein d'émotions, est-ce qu'il peut s'endormir sans problème, facilement? Lorsque vous voulez acheter une automobile et que émotivement vous la trouvez belle, est-ce que vous ne risquez pas de l'acheter même si vous ne pourrez pas la payer? Une maison, une table, un objet, est-ce que l'émotion de temps en temps ne nuit pas? Attention aux émotions. Peut-être que c'est l'émotion qui fait vieillir l'homme, qui le rend souvent malade, qui l'empêche de dormir et qui le rend stressé. Certains vont dire, oui, mais j'aimerais réussir. Est-ce que c'est question d'émotion, ce j'aimerais réussir? Ce j'aimerais réussir qui va l'empêcher de dormir, qui va peut-être faire en sorte qu'il va devenir un voleur, ou qu'il va tromper ses amis, ou qu'il va oublier de sa femme et ses enfants, ou son mari ou ses enfants. J'ai failli avoir un accident d'automobile. Mon cœur palpitait, je transpirais, je tremblais, j'avais de la misère à me tenir debout. On appelle ça des émotions fortes, violentes. Et pendant qu'on vit ces émotions, le corps, lui, il vit comment? Est-ce qu'on peut réellement prétendre à un titre comme attention aux émotions? On béatifie l'émotion, on la divinise presque, les dieux aiment l'humain. Mais il y a eu une époque où les dieux se battaient entre eux, se jalousaient mutuellement, où on avait un dieu qui tombait en amour avec une terrienne et il faisait un enfant, un demi-dieu, comme Hercule, comme d'autres. Et on avait d'autres dieux qui essayaient de détruire le demi-dieu. Et on va dire, ah oui, mais ça, ce sont des guerres entre les dieux païens. Alors, qu'en est-il de Lucifer et de Michael, qui sont finalement battus dans cette religion catholique? Qu'en est-il de ce Dieu qui donne son Fils unique pour l'homme? Le Nazaréen, est-ce qu'il a eu de l'émotion? Est-ce qu'il a guéri autrui parce qu'il souffrait émotivement de voir les maladies d'autrui? Beaucoup ont répondu oui, alors que c'est non. Le Nazaréen n'a pas guéri parce qu'il souffrait de voir les maladies. Sinon, il aurait guéri l'humanité entière et il aurait guéri aussi ceux qui étaient poursuivis, nous. Mais la maladie de l'époque, elle est restée. Il a guéri certaines personnes. Il n'a pas guéri toute la Judée ou toute la Palestine. L'émotion. Est-ce que l'émotion fait de l'homme ce que l'homme est aux yeux cosmiques? Est-ce que l'émotion réellement a l'importance que l'homme y attache émotivement?
Pouvons-nous comprendre le monde avec l'émotion? Faire attention, il y a le sentiment. Lorsque l'on perçoit quelque chose, on peut le percevoir vibratoirement. Certains vont dire dans leur trip. Et il y a l'altération de la perception, la mémorisation de la perception et le désir que la perception se poursuive dans le temps. Et cela s'appelle l'émotion. Pourquoi l'on peut dire attention aux émotions? C'est simple, très simple. Parce que certaines émotions engendrent des maladies coronariennes. Certaines émotions engendrent des maladies digestives. Certaines émotions engendrent certaines formes de cancer. Certaines émotions engendrent des maladies neurologiques. Certaines émotions engendrent des maladies nerveuses. Certaines émotions engendrent des maladies psychologiques, les psychoses. Certaines émotions obnubilent complètement la vision de conscience de l'humain, faisant en sorte que l'humain, l'homme, la femme, l'enfant, se lance dans des expériences de vie qui ne sont pas nécessairement écologiques, conséquentielles, donc intelligentes. On va à la ronde pour aller chercher des émotions. On va voir des films d'horreur pour se nourrir émotivement. Donc, l'homme a besoin d'émotions négatives. Et de temps en temps, on veut avoir du plaisir. Et on appelle cela une émotion. Alors, déterminons immédiatement ce qui est émotif de ce qui ne l'est pas. Rire, ce n'est pas une émotion. Pleurer, ce n'est pas une émotion. On peut rire émotivement, mais on peut rire en gestion d'énergie, un rire mécanique. Une bonne face engendre un rire de gestion. Ce n'est pas un rire émotif. Par contre, on peut rire lorsqu'on se sent attaqué. C'est le rire émotif. On peut rire lorsqu'on vient de gagner à la loterie. Le rire nerveux, c'est le rire émotif. Il sert de soupape, mais il est relié à l'émotion. On peut pleurer parce qu'on entre en vibration harmonique et ça se rapproche de l'amour intelligent. Avec quelque chose, une vision, un événement, une compréhension, une résonance, un sentiment vibratoire qui engendre une gestion des énergies. Et lorsque la gestion est à un point culminant, il peut y avoir des larmes. Et lorsque l'être humain braille, il pleure émotivement. Et ça, c'est de l'émotion. La colère est une émotion parce que la colère est comme l'amour. La colère, c'est la continuité mémorielle, psychologique d'un événement que l'on déteste. C'est le désir inaccessible par la psychologie de changer une condition événementielle, de changer un événement, ou de rechercher une forme de justice que l'on n'a pas eue. Alors on appelle ça une juste colère. C'est de l'émotion. Cela fait partie de l'orgueil. L'amour. L'amour que l'on recherche sur la planète. L'amour que l'on veut donner à autrui. Avoir besoin d'aimer. Avoir besoin d'être aimé. S'inquiéter de ce que l'on aime. Être jaloux de ce que l'on aime. Et souffrir atrocement lorsque l'on perd ce que l'on aime. Tout ça fait partie de l'amour sélectif, de l'amour psychologique de l'homme ancien. Cela fait partie de l'émotion. Mais l'amour intelligent, l'amour réel, ce n'est pas une émotion. Le désir conscient ou inconscient de bien paraître, le trac, l'angoisse, la gêne, la honte, ce sont des émotions. Cela fait partie de la gestion de l'orgueil de l'homme, qui veut absolument être à la hauteur de ce qu'il pense, mais qui ne veut absolument pas accepter d'être ce qu'il est. Ça, c'est de l'émotion. L'homme nouveau, lui, accepte la réalité de ce qu'il est. Si elle est inconditionnellement inchangeable, il ne la change pas. Si elle est inconséquentielle, il s'attaquera à l'améliorer.
mais pas parce qu'émotivement, il en souffrira. Il envoie l'intelligence, alors il travaille pour la changer. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'intelligence. Et l'intelligence n'est pas de l'émotion. Avons-nous besoin de l'émotion pour vivre? 99,25% de la population de la planète a besoin de l'émotion pour supporter leurs conditions de vie, pas pour vivre. S'ils ne peuvent pas supporter leurs conditions de vie, ils se suicideront. Alors, ils en ont besoin. On a besoin des films romantiques, des livres d'amour. On a besoin des films dramatiques pour nous faire pleurer un peu. On a besoin de ce genre de choses. On a besoin de nos journaux locaux qui nous montrent la souffrance ou le bonheur extérieur. On a besoin de cela. Ça nous permet de mieux accepter notre condition d'humain, un peu ignorant. C'est pourquoi il est là. Mais l'émotion, ce n'est pas divin. Les dieux, ou Dieu, n'a pas d'émotion. Pas dans le sens où l'homme le conçoit, donc il n'a pas d'émotion. Il n'aime pas comme l'homme aime, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aimer quelqu'un et haïr un autre, ce que l'humain fait très bien. Il ne peut pas être jaloux, en colère, angoissé. Non. L'homme nouveau n'a pas d'émotion. De ce fait, l'homme nouveau n'est plus malade par autogestion pathologique, c'est-à-dire ne peut plus souffrir de maladies psychosomatiques, des maladies qui commencent dans l'âme, dans la tête, dans la pensée, dans le cœur, dans l'émotion, et qui se traduisent dans un contexte biologique par les maladies que nous connaissons, artériosclérose, athérosclérose, maladie cardiaque, ischémie du myocarde, problèmes nerveux, ulcère de l'intestin, appelé ulcère d'estomac, pierre au rein, pierre au foie, la vésicule biliaire, problème d'urémie, problème de gestion péristaltique, problème de mémoire, problème de vision, problème de gustation, problème de coordination sensorimotrice, problème de perception auditive, et on peut en rajouter de ces maladies qui sont finalement une traduction des contraintes émotives dans le corps physique. Savez-vous pourquoi, lorsque vous vivez une émotion, que votre cœur s'accélère, que votre peau se met à transpirer, que vous rougissez peut-être, ou que vous blanchissez, que vous êtes nerveux excité, ou affable, écrasé, que certaines personnes ont même des chocs psychogéniques, perdent connaissance parce qu'ils vivent trop d'émotions? Pourquoi? Parce que l'émotion détruit l'homme. Vous ne pourrez pas vous empêcher d'avoir des émotions suite à la conférence. La conférence n'est pas faite pour que l'humain se dise « Ah, ben, faut plus que j'aille d'émotion. » Non. Non. L'homme a encore besoin de l'émotion. Mais vous devez comprendre la mécanique qui relie la destruction du corps physique de l'homme et l'expression de l'émotion. Comment savez-vous que vous avez une émotion? L'homme sait qu'il a une émotion lorsque son corps traduit l'émotion. Sinon, il ne le sait pas. Il peut se rappeler d'avoir eu une émotion, mais il ne dira pas « je revis l'émotion ». Parce que s'il dit « je revis l'émotion », il sentira que son corps revit l'émotion, mais pas lui. Alors, comment savez-vous que vous avez une émotion? Parce que vous le sentez dans votre corps. Votre âme, votre corps astral, votre psychologie imprime cela dans le corps physique et par des senseurs amiques, chérubiniques de type yin, l'âme relie dans le corps ce qui se passe et le relisant, elle découvre que le corps vit une partie de l'âme et elle dira « je vis une émotion ». L'émotion que l'âme déteste sera appelée émotion négative. L'émotion que l'âme a besoin pour se nourrir sera appelée émotion positive. Et dans le monde du corps physique, toute émotion est négative.
Si vous vivez un stress psychologique, une émotion négative qui entraîne une destruction du corps, une autre émotion positive pourra annihiler celle-là, et on pourra dire que pour le corps, cette émotion-là a été correcte. Vous avez la rate trop écrasée. Le fait de rire dilate la rate. C'est un fait. Ça permet des sécrétions. Sauf que ne riez pas trop, vous aurez un problème. Pourquoi le cœur s'accélère? Pourquoi la transpiration diaphorèse? Pourquoi la peau sèche? Pourquoi on rougit? Pourquoi on devient blanc? Toute émotion qui apparemment donne une vasodilatation périphérique des vaisseaux permet une accélération cardiaque sans accélérer la force du cœur, puisque le cœur peut s'accélérer en force, en rapidité et en volume de compression. Toute émotion qui donne ce genre de symptômes est souvent dégustée par l'ego comme étant une émotion positive. Mais l'émotion qui crée une vasoconstriction, qui blanchit la peau, qui crée une augmentation en force, en rapidité et en puissance de contraction du cœur, est souvent considérée comme par l'ego comme étant une émotion négative. Regardons ceci. Et c'est extrêmement plate pour l'être humain émotif de considérer l'émotion d'une façon mécanique. C'est comme celui qui adore la drogue. La drogue le tue. Alors, lui parler de la drogue comme ayant des effets négatifs mécaniques, comme on a fait avec la cigarette, bon, tant de tonnes de poudron que tu prends par année, il y a la nicotine, il y a le sélénium, il y a des produits radioactifs, ça tient place fumée. Moi, par exemple, je ne fume pas, mais disons, je suis un fumeur. Alors, commencer à me décortiquer tous les petits morceaux atomiques, moléculaires de ce que j'inspire à chaque fois que je fume, je me dérange pas. L'émotion, c'est la même chose. Pourquoi le cœur accélère? Pourquoi il y a transpiration ou non? Pourquoi y a-t-il problème de digestion? Vous allez à une compétition de tennis, c'est la première compétition que vous faites, et vous êtes rendu aux toilettes à toutes les 5 minutes. Si vous ne faites pas dans vos culottes. Alors, l'émotion, elle se traduit par le corps. Mais pourquoi? Et c'est ça le problème. C'est ça le danger. L'âme est un véhicule qui est constitué d'une enveloppe, premièrement séraphique, périsprique. Une enveloppe d'énergie vitale qui conserve l'intégrité de l'âme, empêchant celle-ci de se mélanger aux âmes d'autrui. Il y aura par contact énergétique entre les périsprits un échange entre autrui, ce qui permet le collectivisme. Plus vous êtes sensible et influençable, plus votre périsprit est mince. Moins vous êtes influençable, plus il est épais. À l'intérieur de l'âme, il y a les mémoires volatiles, votre expérience. Et dans cette expérience, il y aura une densification massive, l'ego. L'âme, l'ego, vit une expérience intra-amique, l'émotion. Celle-ci est transmise à l'enveloppe du périsprit qui, lui, est reliée à votre système neuronique, en l'occurrence au thalamus, à l'hypothalamus et à quelques autres régions locales du cerveau. L'hypothalamus, coordonné par le thalamus, va donner les ordres au système endocrinien et exocrinien. C'est-à-dire que chaque fois que l'âme vit une émotion, le périsprit crée une harmonique vibratoire au niveau de l'atomicité des neurones, engendrant une correspondance dans le cerveau qui va se traduire par une dépolarisation, une émission nerveuse qui va donner un ordre particulier au corps physique. Lorsque l'hypothalamus donne des ordres de l'âme, lorsqu'elle ne fait que mécaniquement imprimer dans le corps certaines choses, elle envoie à l'hypophyse, le maître, le chef d'orchestre du système endocrinien, des ordres. Oublions cela pour l'instant et prenons l'exemple d'une personne qui subirait un accident, un traumatisme majeur. Elle a, par exemple, une artère sectionnée suite à une fracture ouverte. Le sang sort. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que des barorécepteurs, des récepteurs de pression au niveau des carotides, par exemple, des jugulaires, vont percevoir que la pression sanguine diminue. Évidemment, il y a une hémorragie. Nécessairement percevant cela, le cerveau envoie une mécanicité réflexe qui va faire en sorte que certains systèmes endocriniens vont se mettre à sécréter des catécholamines et différentes autres formes d'hormones.
De l'endorphine, similaire à la morphine pour calmer le cerveau. Ôter un peu la douleur. Le patient ne sentira pas sa fracture ouverte. De l'adrénaline, de la noradrénaline, de la L-dopa et de la dopamine, entre autres, qui vont venir accélérer le cœur, en force, en puissance, en pression. Pourquoi? Pompant plus, on va rééquilibrer la pression sanguine. Mais évidemment, l'hémorragie va être plus grande. Sauf que le système endocrinien va aussi s'arranger pour réduire au maximum la vascularisation dans le membre fracturé. Donc, le membre va devenir plein. Le sang va cesser de circuler ou va diminuer en circulation. Très intelligent, écologique. Perte de moins de sang. Le système endocrinien va aussi faire en sorte que tout le corps, en périphérie, que les vaisseaux, les capillaires, subissent une vasoconstriction. Le blessé semble livide, blanc. Il n'y a pas de danger jusqu'alors. Tout le sang en périphérie, on le conserve pour que le cœur, les poumons et le cerveau en aient suffisamment, vu qu'il y a eu une perte de sang. C'est écologique. Il manque encore un peu de sang. Le foie, qui est un réservoir naturel de sang, va se vider. Et d'autres organes vont se vider dans le système sanguin pour augmenter la volumétrie sanguine. Savez-vous pourquoi il faut augmenter la volumétrie sanguine? Pour que le cerveau puisse continuer à fonctionner et à régir le corps. Pour que le cœur puisse être bien nourri au niveau des vaisseaux cardiaques. Pour que les poumons puissent continuer à bien ventiler le corps. Et remarquez qu'à ce stade, la respiration est rapide. Plus d'oxygène est nécessaire. Le cœur pompe rapidement et le corps semble s'endormir. La digestion va se ralentir, sinon s'arrêter. Il n'y aura plus d'émission d'urine, de sécrétion d'urine par les reins. Et pourquoi beaucoup de volumétrie? Parce que le foie et les reins sont des grands désintoxiqueurs du corps. Mais ils ne fonctionnent que s'il y a une certaine pression sanguine dans le sang. En delà d'une certaine pression, ils cessent de fonctionner. Alors tout est fait pour que la volumétrie reste. On appelle ça un état de choc. Tout le corps semble se mobiliser pour préserver la vie dedans. Ça, c'est un état de choc. Lorsque nous avons des émotions, le corps, certaines parties du corps qui doivent servir en état de choc pour préserver la vie sont sollicitées et se mettent à travailler. Mais il n'y a pas d'état de choc biologique. N'empêche que ces parties corporelles vont commencer à fonctionner comme si l'état de choc existait. La majorité des allergies, qu'est-ce que c'est? Lorsque le corps est mal pris avec certains envahisseurs, il crée une substance, une hormone, l'histamine, qui doit lutter contre ces choses. Mais l'histamine engendre des effets secondaires. Alors, lorsque la personne est allergique à des choses, psychologiquement, elle ordonne à son corps de sécréter de l'histamine. Et l'histamine, s'il n'a pas d'ennemi, attaque le corps. Alors, vous aurez des larmes régulières, vous aurez des éternuements, vous aurez du mucus qui va couler, vous aurez un bronchospasme, vous aurez des irritations cutanées. Et comme médicament, on va vous donner des antihistaminiques. Un médicament qui doit lutter contre l'histamine. Et vous aurez la bouche sèche, vous aurez des palpitations peut-être, vous aurez d'autres effets secondaires qui sont donnés par ces médicaments antihistaminiques. Il n'y a pas d'agression, mais la psychologie est programmée pour que, dans certains cas émotifs, de stress ou des émotions plaisantes, l'histamine est sécrétée. Dans d'autres cas, certains phénomènes musculaires vont créer un bronchospasme, vont obliger le corps à éliminer des choses qui n'existent pas, vont rendre épais le mucus qui existe à l'intérieur des poumons, et on appelle cela une crise d'asthme. Dans d'autres cas, le système va s'arranger pour que le centre parasympathique du corps commence à ralentir. D'autres, le système sympathique va commencer à accélérer ou à ralentir. On a des personnes, par exemple, qui vont vivre une baisse de pulsation cardiaque à un point tel que le cerveau va manquer de circulation sanguine et la personne va tomber dans les pommes. Choc psychogénique créé par la psychologie.
Lorsque la personne est dans les pommes, l'émotion disparaît. Le cœur recommence à pomper, le sang revient au cerveau et la personne se réveille. Et si elle se réveille et qu'elle revoit la même chose, elle retourne dans les pommes. L'émotion. Vous êtes en colère, votre cœur pompe rapidement, votre respiration devient haletante, vous devenez rouge de colère, il y a beaucoup de sang qui afflue à l'extérieur. Vous mobilisez un système de défense en temps de paix. Vous détruisez votre corps. Chaque fois que le cœur pompe trop pour rien, chaque fois que le système surrénal et d'autres systèmes endocriniens commencent à sécréter inutilement des choses, le corps doit les éliminer. Sinon, il les stocke dans ses graisses, il les stocke dans d'autres régions du cerveau. Il doit se défendre contre ses propres mécanismes de défense. L'émotion, exprimée dans le véhicule physique, dans le corps, est une lutte contre l'émotion par le corps. C'est dur à avaler. Émotivement, c'est dur à considérer. Certains vont dire, oui, mais on peut avoir un juste milieu au niveau de l'émotion. C'est vrai pour l'instant. C'est comme de boire du café juste un peu. C'est comme de fumer juste un peu. C'est comme de manger des sucreries juste un peu. C'est moins pire. Ce n'est pas meilleur pour autant. Un cornet de temps en temps, ça va. Le corps devra quand même éliminer ses toxines. Il n'en sera pas trop détruit, mais il devra quand même travailler, épuiser de l'énergie à éliminer ses toxines. Alors un petit peu de temps en temps, ça ne dérange pas trop, mais ça n'aide pas. Un peu d'émotion de temps en temps, ça ne dérange pas trop, mais ça n'aide pas. Mais celui qui n'est qu'émotif, il vit comment? Il est toujours en train de crier. Il n'arrive pas à se contrôler. Il ne peut pas être relax lorsque ça lui tente. Il est toujours angoissé, toujours stressé. Il vit au Librium, au Valium ou à d'autres médicaments de ce genre. Il vit avec des antipsychotiques légers. Et il doit prendre des tisanes régulièrement pour se calmer. Il va dans les bains flottants, il va se faire un massage. Il est continuellement l'esclave des techniques pour essayer de réduire les effets négatifs de l'émotion. Oh, il y a quelque chose qui va pas. Il se met à crier. Il vit des hauts et des bas émotifs régulièrement. Certains qui, présentement, écoutent, vont se reconnaître. Et vont poser la question, oui, mais on ne peut pas rien changer, je suis comme ça. Oui, l'homme est comme ça. Mais l'homme peut le changer. L'homme doit reprogrammer sa psychologie et l'homme doit reprogrammer son contexte mental qui permet l'expression de sa psychologie. L'homme doit finalement être son seul maître et non pas être l'assujetti, l'esclave du phénomène émotif qui, remarquez-le, n'est pas du tout sous le contrôle de la conscience de l'homme. Est-ce que vous décidez d'être joyeux? Non. Est-ce que vous décidez d'être en colère? Non. Est-ce que vous décidez d'être relax? Non. Est-ce que vous décidez d'être inquiet? Non. Les conditions extérieures à vous déterminent vos conditions émotives. Par l'émotion, l'homme reste totalement assujetti à l'extérieur. Il veut faire du ski, il se lève le matin, il pleut, et il est en maudit. C'est de l'émotion. Et c'est la température qui est son seul maître, qui détermine l'émotion de l'homme. Il veut rencontrer une personne bien aimée pour faire des choses peut-être juives, mais pas catholiques. Et la personne ne peut pas. Ou elle est sortie avec un autre. Et là, l'émotion. Il vit encore tout croche. Il achète un billet de loterie et il écoute la télévision pour savoir s'il gagne. Et chaque fois qu'on a un chiffre qu'il a, le cœur s'accélère. C'est ridicule. Et à un moment donné, il gagne. Alors il explose. Il court partout. Est-ce qu'il est son seul maître? Est-ce qu'il a décidé de courir partout? Est-ce qu'il a dit, bon, alors je vais crier. Et là, il se met à crier. Maintenant, je vais courir. Et il se met à courir. Maintenant, je vais sauter. Et il se met à sauter. Maintenant, je vais faire dans mes culottes. Et il fait dans ses culottes. Est-ce que l'homme décide ça? Non. Vous venez et on veut faire une petite entrevue. Ou bien encore, vous passez une audition pour annoncer les nouvelles couches. Ou pour annoncer un nouveau anti-transpirant. Bon.
Ou simplement pour voir si vous ne pourriez pas tourner dans le prochain film de Machin Chouette. Vous décidez de transpirer, de lutter contre. Pourquoi? Parce que pour que l'ego puisse supporter l'expérience intra-amique que l'on appelle l'émotion, il a besoin d'énergie vitale et d'une certaine forme d'énergie vitale. Chaque fois que l'ego vit une expérience intra-amique d'émotion, il puise dans le corps, dans certaines régions du corps, de l'énergie vitale. Et cette succion d'énergie vitale est un peu comme une succion d'énergie sanguine. Le corps l'aperçoit et il enclenche une mécanique pour transformer une partie de l'énergie vitale d'une autre région du corps en énergie qui a été sucée par l'ego. Cela engendre la réaction de choc, la lutte du corps contre l'ego, l'expérience de l'émotion. Et là, vous pouvez dire, je vis une émotion. Chaque fois que l'être humain vit une émotion, c'est le corps qui lutte et qui se défend contre une agression amique, une succion d'énergie vitale. Pouvez-vous vivre l'émotion comme ceci? Vous gagnez quelques millions de dollars à la loterie 649, vous écoutez, vous ne le savez pas encore, vous écoutez la télévision, puis vous comptez les chiffres. Et puis, tiens, jusqu'à 1000 piastres. J'ai gagné 1000 piastres. 10 000 piastres. C'est bon. On regarde l'autre chiffre. C'est le gros là. 7 800 000. C'est bon. On va voir le complémentaire. D'un coup, je gagne encore. Je l'ai pas. C'est fun, non? Ça va changer un peu ma vie. Bon, je vais serrer le billet convenablement, puis lundi, je vais aller chercher mon marché. Et puis, on met ça là. Et puis, bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant à l'horaire à la télévision après ces tirages? Il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Je vais écouter ça. Non, je vais me coucher. C'est comme ça que l'homme nouveau va vivre. Et c'est comme ça que l'humain devrait vivre. Qu'est-ce que ça fout qu'ils se mettent à crier, qu'ils se mettent à changer, qu'ils se mettent à avoir des problèmes digestifs? S'il est cardiaque, il va mourir. On n'a pas besoin de ça. Et il n'a pas pu dormir de la nuit. L'homme a besoin de sommeil. C'est pas parce que l'être humain gagne 7 millions qu'il n'a plus besoin de sommeil. Il a besoin de sommeil. Alors qu'il laisse le chien. Et qu'il dort. Non, l'homme ancien ne peut pas faire ça. L'homme ancien est assujetti à la projection des désirs de son ego dans un monde qui ne vit que de réalité. Et lorsque, apparemment, la réalité rentre en affinité avec ses désirs conceptuels, c'est le bonheur. Il crie. Il est content. Il téléphone. Avant, il faisait du tam-tam. Il veut partager son bonheur avec autrui. Ouais. L'ego veut tellement s'exprimer que le corps ne peut pas en supporter plus, alors il faut bien que d'autres le supportent pour lui. Alors, il téléphone, il le fait partager. Et là, tout le monde est content pour lui. Imaginez-vous, vos corps physiques sont en train de se détruire pour l'autre. Je suis heureux pour lui, ou je souffre pour lui. Belle aventure de l'humanité. Mais oui, mais il y a la leucémie. C'est souffrant. C'est lui qui souffre, pas toi. Oui, mais si t'es humain un peu, tu peux pas rester indifférent. Es-tu médecin? Non. Si t'es pas médecin, reste indifférent. Tu peux pas rien faire. Mais la personne humaine, émotive, elle broye au chevet de l'enfant. Faut bien que l'enfant sache que sa maladie est tellement grave que d'autres qui ne l'ont pas souffrent aussi. Ou bien s'en va broyer ailleurs, elle va à l'église, va dire aux autres comment qu'elle souffre. Elle n'en dort plus, afin de penser à ça. Pauvre enfant. Oui, ça l'occupe. Elle détruit son corps. Ça ne changera rien au niveau pathologique de l'enfant. Ça ne changera rien au niveau de sa cure ou de sa mort. Mais l'humain se vante d'être un humain parce qu'il est capable de souffrir quand il n'y a pas une mauvaise raison pour souffrir. Moi, je suis humain, moi. Quand je vois une photo atroce dans un journal, je souffre.
Moi, je suis humain. Quand je vois quelque chose d'heureux, je braille de bonheur. Moi, je suis humain. Félicitations. C'est un peu comme si vous vous disiez, l'animal n'a pas la faculté de manger un peu de poison tous les jours pour pouvoir se dire que c'est lui qui va déterminer le jour de sa mort. Mais l'homme, il est supérieur parce qu'il a la faculté d'empoisonner sa vie, de détruire son corps quotidiennement un peu plus et de pouvoir prétendre ainsi que c'est lui qui mène sa vie et que c'est lui qui a un libre arbitre. Moi, je fume parce que j'ai décidé que je fumais. Moi, je suis en colère parce que c'était une colère juste. T'as-tu décidé d'être en colère? Ben oui! Si elle n'a pas fait ça, c'est ça que je vous dis. Ce sont les conditions extérieures qui manipulent l'homme et qui déterminent ses émotions. Jamais vous ne vivez une émotion qui est à vous. Vous vivez une émotion que l'on vous a ordonnée. Pourquoi êtes-vous heureux aujourd'hui? Parce que tout va bien. Donc, si tout irait mal, tu ne serais pas heureux. Voilà. Ce n'est pas vous qui décidez. Voyons, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? T'es bien nerveux, t'es bien irritable. Ah ouais, mais il n'y a rien qui marche. Voilà. Vous n'avez pas décidé. Et si ce n'est pas vous qui décidez, comment pouvez-vous oser prétendre que l'émotion, c'est ça qui différencie l'homme de l'animal? Le fait d'être l'esclave total dans notre inconscience des forces qui devraient être soumises à nous, différencierait l'homme de l'animal. Le cheval, il a été bâti pour servir l'homme, de même que tout ce qui existe. Entretenir un cadre écologique dans lequel le corps humain de l'homme pourrait survivre. Mais l'homme, il est manipulé. Il est manipulé par, 1, sa pensée, et 2, l'émotion. L'émotion le fait vieillir. L'émotion le rend orgueilleux. L'émotion engendre la peur qui freine son évolution. L'émotion le confine à conserver une mémoire, même si elle est tarie, comme la tradition. Celui qui aime la Bible au point qu'il est prêt à mourir pour la Bible est un imbécile. Il aime un livre. Voyons, brûlez-la à la Bible. Si je n'ai besoin, j'irai m'en acheter une autre Bible. On ne brûle pas la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est l'écriture de Dieu que l'on retrouve dans la Bible. L'émotion. L'être humain émotif a pour s'opposer à l'homme nouveau la seule idée qui peut lui venir à la tête. Un homme sans émotion, c'est un robot. Et il le répète sans arrêt. Un homme sans émotion, c'est un robot. Non. Un homme sans émotion, c'est un Dieu, pas un robot. Le robot, il n'a pas d'émotion. Le robot, il n'a pas de conscience. Le robot ne peut pas savoir une chose si cela n'a pas été rentré dans sa mémoire. C'est comme l'homme. Le robot n'a pas accès au savoir instantané. Le robot ne peut être conséquentiel que selon ce que l'homme lui aura ordonné, ou être inconséquentiel selon sa programmation humaine. Être un émotif, ce n'est pas être un robot, c'est être un Dieu. C'est trop puissant pour vous? Alors disons que être un émotif, ce n'est pas être un robot, c'est être un demi-dieu. L'homme nouveau a des sentiments. Le robot n'a pas de sentiments. L'homme ancien a des sentiments. L'homme nouveau n'a pas d'émotion. Le robot n'a pas d'émotion. L'homme ancien a de l'émotion. L'homme nouveau vit en résonance avec ses sentiments. Le robot vit selon sa programmation. Et l'homme ancien vit en résonance avec son émotion. Vous percevez une fleur. C'est merveilleux. Vous l'observez, vous la regardez, vous vibrez.
c'est le sentiment, et l'homme nouveau le voit. Elle est extrêmement belle que des larmes vous viennent aux yeux. C'est le sentiment, l'homme ancien et l'homme nouveau peuvent pleurer, larmoyer. Et soudainement, vous dites, maudit que c'est beau. C'est de l'émotion. Et ça, l'homme nouveau ne le vivra jamais. Et là, vous dites, c'est extraordinaire d'avoir fait des choses comme ça. C'est la preuve qu'il y a un créateur intelligent, c'est de l'émotion. Et là, c'est l'explication émotive de l'univers, ce qui engendre la théologie. L'homme nouveau, il regarde. S'il larmoie, il larmoie. Et l'homme ancien va dire, j'en veux une dans ma cour, ou j'en veux une sur ma table, c'est tellement beau. C'est l'émotion. Il n'a plus le sentiment. Il ne vibre maintenant que pour le désir de conserver la vision. Mais il n'est plus en relation avec la chose. L'émotion a tué le sentiment, et prochainement, l'émotion tuera le corps. L'homme nouveau, il est dans le sentiment. Il observe la plante. Et lorsqu'il doit s'en aller, il se lève et il s'en va. Et il n'a jamais vu la plante. Il l'a oubliée. Il ne l'amène pas avec lui, il la laisse avec elle. Ce qui le laisse disponible à observer le chemin sur lequel il marche et à avoir une vibration, à vivre un sentiment avec le chemin. Et lorsqu'il rencontre autre chose, il est en harmonie de relation avec la chose. L'homme ancien ne peut pas faire ça. L'homme ancien, il marche sur le chemin et il se dit, maudit qu'elle est belle la fleur. Tout le chemin, il ne le voit pas. Il ne le vit pas. Il rencontre un érable, il ne le voit pas. Il voit un samar, il ne le voit pas. Lui, il voit la fleur. La maudite belle fleur. Il est dans l'émotion. Il rencontre une autre fleur et il dit, ah, franchement, elle est aussi belle que l'autre. Voilà l'apparition du monde polarisé, la dualité, le beau et le laid. L'homme nouveau, il rencontre une autre fleur. Pour lui, il rencontre une fleur. Et il vivra la même relation énergétique, le sentiment. L'émotion nourrit le monde astral, détruit le corps physique et donne l'illusion à l'homme qu'il est quelque chose sur la planète. Si vous avez la conscience que vous souffrez, si vous avez la conscience que vous jouissez, vous avez l'illusion d'avoir la conscience que vous vivez. Une vie en bonheur total dans le règne de l'âme devient rapidement une vie plate. Alors l'homme recherchera les émotions fortes, les films d'aventure, les manèges à la ronde, les films d'horreur, un peu d'action, merde, de l'émotion négative. Dans un monde où il n'y a que de l'émotion négative, dans les mondes de guerre, on recherchera un peu le bonheur et le plaisir. Pourquoi pensez-vous que l'humanité, depuis le début des temps, à travers les paix et les guerres, a toujours vécu de cette polarisation? L'homme a besoin d'être contrarié. De cette façon, il sait qu'il existe et qu'il est et qu'il vit. Et dans la contrariété, l'homme a besoin d'un break. Parce que l'homme, pour savoir qu'une chose est, a besoin du changement. C'est la nuit que l'on découvre la présence du soleil. C'est lorsqu'on perd une chose que l'on découvre la valeur de la chose que l'on avait. C'est toujours trop tard lorsque l'être humain vit de l'émotion. Et on ne doit pas vivre que de l'émotion. Et on ne doit pas privilégier. On doit abandonner toute forme d'évolution attribuée à l'émotion. Une réalité est belle parce qu'elle engendre une symétrie cosmique, universelle, galactique, planétaire, solaire, atomique, subatomique. Elle est belle parce qu'elle a une opposée symétrique. Et les deux ensemble ne se luttent pas. C'est une beauté sentimentale, une beauté reliée au sentiment. Mais ce n'est pas une émotion que de le percevoir. L'homme nouveau peut pleurer, mais il ne peut pas brailler. L'homme ancien peut pleurer, mais plus souvent qu'autrement, il braille, il crie, il chiale. Il a de l'émotion. Lorsque vous faites quelque chose d'extraordinaire, vous ne vous en rendez pas compte. C'est un bonheur qui est au-delà du bonheur. Vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas froid, vous n'avez pas de problème, vous ne savez rien.
vous ne pensez pas. Vous êtes dans la vie, dans l'action, comme dans une grande partie de ping-pong, comme dans une grosse partie de tennis, de baseball, comme dans une course où vous vivez avec votre corps, comme dans une relation sexuelle, près de l'apothéose. Mais à l'instant où vous voulez prendre conscience que vous jouissez, l'émotion apparaît, le sentiment disparaît et vous détruisez la chose. Alors vous dites, c'était le fun, hein, cette partie de ping-pong, mais elle n'a plus la même saveur. Alors vous dites, hey, c'est le fun de faire l'amour avec toi. Oui, mais tout est perdu. Alors vous vous rendez compte que vous courez et que c'est extraordinaire. Mais l'extraordinaire n'est que mémoriel maintenant, vous ne pouvez plus le percevoir et vivre avec. Maintenant, vous êtes dans le monde de l'émotion et vous avez quitté le monde du sentiment. L'émotion tue le sentiment. Le sentiment s'exprime énergétiquement dans la conscience de l'homme et il le nourrit. L'émotion s'exprime en succion d'énergie vitale dans le corps de l'homme et il l'épuise. Il le pathologie et il le tue. Vous avez encore des émotions. Soit. C'est bon et c'est parfait. La preuve, vous avez encore des émotions. Mais vous devez comprendre. Et le comprendre intelligemment et conséquentiellement. Observez que lorsque vous percevez l'émotion, il y a une réaction corporelle. Et observez que les réactions corporelles engendrées, si vous lisez un petit peu de médecine, ne sont pas en affinité avec la santé corporelle. C'est exactement comme ceci. Vous avez une automobile et vous êtes le cadre émotif. Vous exprimez vos émotions dans l'automobile. Chaque fois que vous voyez une belle fille, vous écrasez la pédale de gaz, même sur le neutre. Alors, la révolution du moteur montre que les pistons sortent presque du moteur. C'est le cœur qui accélère. L'essence diminue en arrière. La jauge diminue aussi. Et là, vous y allez, ça fait marcher la pompe à l'huile, ça fait marcher le distributeur, l'alternateur, les courroies, le système de refroidissement. Et là, vous relâchez un peu, l'émotion diminue. Là, vous savez que vous n'avez qu'une émotion. À un moment donné, vous voyez quelque chose d'autre. Alors, vous klaxonnez, sans arrêt. Diminuez le courant sur la batterie. Augmentez la consommation d'essence par augmentation du travail de l'alternateur. Vous allez lentement brûler vos cornets. Les clients. Vous voyez une autre émotion et vous commencez à virer avec votre automobile sans arrêt. Ça crie. Hey, cette émotion, j'ai vu quelque chose, mais non, j'ai pas. Ça use les pneus. Ça use le système de direction. Ça use la suspension. Ça use le différentiel. Et ça paraît pas. Avant que l'auto soit inutilisable, ça va prendre plusieurs années. Ça paraît pas. Ça paraît peut-être pas. Et si on étudie la mécanique, on va se rendre compte que ce genre d'expression détruit le char. Ça détruit l'auto. Ça ne paraît pas, mais ça détruit l'auto. Bah, on change le système de suspension à un moment donné. Oui, on passe à une opération où on aura une greffe, où on aura une ablation. Bon, on remet de l'essence. Oui, on recommence à manger, puis on prend de l'énergie. Mais lentement, le filtre d'essence s'encrasse. Lentement, la pompe a des problèmes. À un moment donné, on fait faire le moteur. Opération à cœur ouvert. Mais ça peut marcher, mais un moteur refait n'a pas l'endurance d'un moteur qui n'a pas été refait. Et on va dire dans le domaine de l'homme, on change de moteur, ou on change d'auto. Et oui, mais un jour, vous changerez de corps aussi. On appelle ça la mort et la réincarnation. Mais c'est plus compliqué, c'est plus difficile émotivement, n'est-ce pas, à vivre que pour l'auto. C'est la même chose. Si on utilise une automobile dans les règles de pourquoi elle a été conçue, ça marche. Si on utilise le corps humain en relation avec les lois matérielles, biologiques qui régissent le corps humain, parfait. Lorsque le monde de l'astral, lorsque le monde de la psychologie décide de se mêler du corps physique, lorsqu'on mange par émotion, oui, mais j'aime ça, c'est beau et que ça a l'air appétissant. Le corps physique, on s'en fout, puis on ne nourrit pas le corps physique. Lorsque l'on veut s'habiller parce que c'est cute
mais c'est extrêmement serré. Ça rend stérile certains humains. Ça empêche la circulation sanguine dans certaines régions du corps. Ça empêche la respiration et le mouvement du corps. C'est la psychologie. On se fout du corps physique. Le sentiment est vécu énergétiquement dans la conscience de l'homme. Et l'homme nouveau, est au-delà du bonheur lorsqu'il vit en harmonie réelle avec les choses. Il les goûte. L'émotion, c'est la mémoire du sentiment, conservée dans la mémoire de l'âme avec un désir d'être revécu, d'être réénergisé. C'est pourquoi l'émotion engendre le phénomène de la photographie. Avoir eu la photo de sa femme, de son mari, de ses enfants sur son bureau, dans son porte-monnaie, pouvoir s'en réénergiser de temps en temps. C'est juste nombre de formes, c'est question d'émotion, mais c'est ridicule. L'émotion, le danger. On a encore des émotions, continuons à vivre avec. On se fume encore, continuons à vivre avec la cigarette. On mange encore des choses pas correctes, pas de problème. Si on comprend qu'un jour, il faudra changer, à moyen terme, c'est gagné. On ne se prend pas au sérieux, on ne prend pas panique à cause des émotions, ce serait une émotion. On ne doit pas avoir peur des émotions, ce serait une émotion. On ne doit pas être content d'avoir moins d'émotions, c'est une émotion de plus. Observez. Observez que lorsque vous avez des émotions, il se passe des choses dans votre corps. Renseignez-vous sur ce qui se passe au niveau biologique et vous verrez que ce n'est pas toujours très beau. N'ayez pas peur, c'est une émotion. Comprenez que c'est un état de choses. Comprenez que c'est cela pour l'instant. Et à un moment donné, les choses vont changer. À votre avantage, vous serez de plus en plus dans un état d'être instantané, en affinité avec votre esprit, l'intelligence supramentale, l'intelligence active, et vous vivrez en vous abreuvant à une source de vie éternelle, l'énergie perçue par le sentiment et non détruite par l'émotion. Ça va venir. Les choses viennent toujours en temps, lorsque c'est le temps que les choses soient accomplies. On ne se prend pas au sérieux. On a des émotions, on les exprime. C'est préférable d'exprimer une émotion consciemment que de l'exprimer inconsciemment, appelé dans le langage de la psychologie refoulement. L'émotion s'exprime toujours. Un jour, on ne devra plus avoir d'émotion et on aura la paix. La deuxième partie de cette conférence, on la passera à répondre aux questions qui n'ont pas été répondues lors des conférences antérieures. La semaine prochaine, je reviens en chair et en os. Pas trop d'émotions, beaucoup de sentiments. Dans une conférence qui sera relancée énergétiquement la session d'automne qui va commencer. On fait une pause et on revient dans une vingtaine de minutes. La conférence est déjà disponible sur cassette audio.